Il y a plusieurs types d'attaques, on va dire, ou de motivation derrière le risque cyber. Il y a déjà peut-être un premier type dont on parle beaucoup d'appât. La motivation, c'est de l'appât au gain. Et donc ça, c'est les fameux rançongiciels. Donc ces petits logiciels qui vont vous bloquer un système. Ça, c'est l'attaque vraiment la plus courante actuellement. La plus courante et qui demande pas obligatoirement des compétences énormes, parce qu'en fait, c'est vraiment, on trouve sur certains réseaux des outils ou même des services. On parle de ransom as a service. Qui permettent de faire des dégâts qui sont considérables, à la fois pour des tout petits acteurs, mais aussi des très gros acteurs. Donc tout le monde est concerné, même moi qui suis peut-être un peu expert en cybersécurité, je pourrais très bien me faire avoir. Donc ça devient assez sophistiqué. On a un deuxième type de motivation qui est l'espionnage. On n'en parle peut-être pas assez parce que c'est extrêmement important. Espionnage industriel, technologique, politique. Ça, peut-être que je vous invite à regarder là aussi du côté de l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État, qui publie chaque année en fait un état de la menace. Et il me semble que l'année dernière, de tête, ils ont indiqué qu'ils ont fait 17 opérations cyberdéfense. Une opération cyberdéfense, c'est vraiment une opération ce qui nécessite de gros moyens, c'est qu'il y a une attaque assez importante sur des choses qui sont assez sensibles, ce qu'on appelle les opérateurs d'intérêt vital. On imagine c'est des structures qui sont nécessaires à la nation. Comme l'électricité, voilà, l'eau, exactement, il y a une liste qui est un peu secrète, okay. Mais avec tous ces champs-là, tous ces acteurs-là. Et donc voilà. Et donc dans ce qu'ils indiquaient sur les 17 opérations de cyberdéfense, il me semble qu'il y en a 15 qui sont lié à de l'espionnage. Donc il faut vraiment pas sous-estimer cette partie-là. Et je crois que c'est la première fois qu'il l'annonce. Parmi ces 15, il y en a 7 qui sont liés à des choses qui sont réputées liées à la Chine. Donc voilà, c'est aussi intéressant de le savoir, parce que là encore une fois, on est tous concernés. On a la chance en France d'avoir des très belles pépites, de l'innovation, des technologies. Il faut aussi être conscient qu'il faut bien se protéger au niveau national, mais aussi à l'étranger quand on va prospecter dans différents marchés. Et puis peut-être la troisième motivation, c'est ce qu'on appelle le sabordage. Voilà, il y a certains groupes étatiques assez performants d'attaquants qui vont essayer de se prépositionner sur certains réseaux vitaux, par exemple l'énergie, et qui vont mettre un peu en quelque sorte quelques petites charges numériques pour que le jour où on est dans un conflit, les activer et faire casser tout un réseau. Et ça peut être extrêmement dommageable, on imagine bien, pour une nation. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles certains services de l'État s'occupent énormément. Donc on sait qu'il y a une armée de hackers qui essayent de nous attaquer, mais on ne sait pas exactement combien ils sont. Et on estime qu'il nous manquerait à peu près 15 000 talents en cybersécurité pour y faire face. Oui, alors il y a toute une activité de la cyber qu'on appelle la threat intelligence, qui permet en fait d'essayer de mieux comprendre justement de tous ces attaquants. Donc on a, pour faire assez en gros, on a des cybercriminels qui d'un côté qui sont appâtés par le gain financier, et puis on a d'autres attaquants, ce qu'on appelle des APT, donc des groupes d'attaquants un peu plus avancés, qui sont souvent liés à un État ou affiliés, et qui eux fonctionnent vraiment comme des opérations un peu militaires, et donc avec des moyens qui sont souvent très considérables, et ils vont aller progressivement sur un réseau, être souvent très silencieux, très discret, et soit récupérer de l'information, soit et tout ça est surveillé, est connu, documenté. C'est aussi un des métiers qui est extrêmement intéressant d'analyste, pour mieux comprendre en fait tous ces attaquants, et ensuite mieux se partager les informations pour pouvoir les détecter. Vous avez un exemple de groupe de hackers affiliés à un État? Bon, il y en a plein, on les nomme APT avec un numéro, et donc certains sont réputés liés à tel ou tel État, en Chine, en Russie, aux États-Unis, un peu partout. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à anticiper cette nouvelle menace, et qu'on soit dans cette situation aujourd'hui de pénurie de talent, et on ait du mal à faire face à ce nouveau risque?
Alors, je pense qu'à l'origine d'Internet, en fait, Internet, ça a été conçu notamment par Net, et l'idée c'était de pouvoir, il y avait quand même des notions de résilience, s'il y avait tel ou tel réseau qui tombait, le message pouvait passer, mais effectivement, justement à l'époque au collège, on pouvait facilement se faire passer ce qu'on appelle des attaques de type spoofing pour utiliser le mail d'une autre personne. Il y avait un peu un défaut dans la conception. Vous pouvez nous expliquer un peu le spoofing? Spoofing, c'est essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, et donc envoyer un mail, par exemple, ou utiliser une adresse IP d'une autre personne. C'est aussi une caractéristique du monde numérique qui est très compliquée, parce que du coup, quelqu'un c'est assez simple d'utiliser des outils pour masquer en quelque sorte l'origine de l'attaque. C'est aussi pour ça que c'est très compliqué d'attribuer une attaque et de dire ça vient de tel ou tel pays, parce que par rebond on peut passer par différents endroits. C'est plus simple, et encore on le voit parfois, c'est compliqué dans le monde physique. Un missile qui est lancé d'un point A à un point B, on peut facilement voir d'où vient le point A. Dans le monde numérique, c'est plus compliqué. Voilà. Oui, parce que c'est une menace invisible. C'est pour ça, pour vous, alors, c'est plus facile de se dissimuler, et donc la menace elle est quand même visible, parce qu'on voit les conséquences, on en a parlé tout à l'heure, une entreprise qui peut être complètement bloquée, qui peut mais faire ça, faillite. il y a quelques années, c'était pas une évidence. On a vu Internet venir, on l'a laissé venir, mais sans s'en préoccuper. C'était un monde réservé un peu aux geeks. Exactement, vous avez raison. Je pense que, en fait, on le dit depuis des années, mais le sujet de la transformation numérique, c'est quelque chose qu'il faut pas laisser à des geeks comme moi, pas uniquement. Il faut, ça devient un sujet géopolitique, un sujet même politique qui concerne toute notre société, et donc c'est extrêmement important, justement, là, d'en parler, de montrer en fait toutes les conséquences, les débats démocratiques. Un exemple, par exemple, en géopolitique, on a une vision, il y a un sujet qui s'appelle le hackback. Il y a une sorte de valeurs différentes entre différentes parties du monde. Nous, au niveau français, on pense que le hackback, c'est la capacité d'une personne qui a attaqué à attaquer l'attaquant. D'accord. Et nous, en France, on dit attention, le hackback, c'est quelque chose de très dangereux. La contre-offensive. Et ça doit être réservé que aux militaires, parce que derrière, il faut que ça soit contrôlé. Sinon, ça peut très vite être le Far West, avec la raison dont tu parlais, du fait que c'est difficile de savoir d'où vient l'attaque. Si tout le monde s'attaque entre eux, très vite, ça devient le Far West. Au niveau des États-Unis, c'était plus sur une possibilité pour notamment des entreprises privées à leur laisser la liberté d'attaquer l'attaquant. Ah, donc dans la guerre cyber, il y a des règles un peu de diplomatie aussi. Exactement. Okay. C'est ça aussi qui est passionnant. Il y a toute une géopolitique qui est en train et des sujets de droit international qui est en train de se développer. Et c'est important d'avancer sur ces sujets. Au niveau français, on a un modèle qui est assez sain. On a un modèle où on a dissocié l'offensive du défensif. Le défensif, on voit bien, c'est pour se défendre. Un acteur comme l'ANSSI, c'est vraiment il fait uniquement de la défense. Et l'offensif, c'est cette capacité à attaquer. Et ça, en France, on l'a vraiment séparé. Et donc, c'est réservé, cette partie offensive, plus au ministère des Armées. C'est différent, par exemple, dans d'autres pays. Donc, au ministère des Armées, il y a vraiment un département réservé à la cyber. Ouais, et c'est assumé maintenant. Depuis avant, c'était un petit peu secret, mais maintenant, c'est complètement assumé. Déjà depuis quelques années, ça a été mis en avant par des ministres des armées. Oui, on a des capacités offensives. Être soldat aujourd'hui, ce n'est plus seulement être sur le terrain. Exactement, on voit derrière son ordinateur. Exactement. Et donc voilà. Et aux États-Unis, on a plus, il y a moins cette séparation, ce qui fait que, par exemple, en France, quand l'ANSSI va aider une victime, on sait qu'ils viennent pour aider. Aux États-Unis, des acteurs comme la NSA, quand il y a une entreprise qui est attaquée, les acteurs savent pas trop s'ils sont là pour juste défendre ou je grossis le trait ou faire du renseignement.